Il va être question aujourd'hui de technologie militaire dans Israël demain et on va parler surtout d'avions sans pilote, de drones, puisque notre invité aujourd'hui est Michel Allouche. Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita. Michel Allouche, bonjour. Bonjour et shalom. Alors, on est très heureux de vous revoir dans les studios de Studio Kalita, puisque vous étiez déjà ici pour une émission, une Alia Story avec notre amie Cathy, à qui vous avez raconté votre Alia. On va aujourd'hui parler un peu d'autre chose, puisqu'on va plus rentrer dans ce qui concerne ce qu'on fait plus exactement dans cette émission, c'est parler de technologie et on va parler plus particulièrement des avions sans pilote, des drones, puisque vous travaillez à l'aviation, à l'industrie aéronautique israélienne, donc déjà depuis votre allié en 1992. Alors on va rappeler quand même que vous êtes arrivé en Israël en 1992, donc de Toulouse. De Toulouse, où en fait j'ai fait mes études à l'école Super-Héros, la grande école d'ingénieurs d'aéronautique. Et puis je me suis marié là-bas, j'ai eu des enfants là-bas et j'ai travaillé à Airbus Industries, la fameuse industrie aéronautique française et européenne en vérité. Donc vous décidez de faire votre alia et avant de faire votre alia, je suppose que vous négociez un contrat ici dans l'industrie aéronautique israélienne. Oui, j'avais déjà beaucoup de contacts, c'était un vieux rêve de venir à travailler à IAI et par conséquent avant de monter en Israël, je me suis assuré d'avoir un travail et je n'ai pas tardé puisque une semaine exactement après mon alia, j'ai commencé à travailler à IAI. Alors, vous êtes, on va dire, spécialiste des drones. Quelle est exactement votre fonction au sein de l'industrie ? Aujourd'hui, je suis directeur de la certification des avions sans pilote ou des drones ou d'une terminologie dont on va parler d'ailleurs plus tard. Et on expliquera également ce que tout ça veut dire au niveau de certification, exigences de sécurité, etc. Alors, on va revenir quand même un peu sur ces histoires de drones parce que c'est quand même c'est d'abord quelque chose israélien. Ça a débuté en Israël. Oui, on va dire que sans hésiter que Israël est le pionnier dans ce domaine. Je voudrais ici souligner peut-être juste pour donner. On va parler des papas parce qu'il y a plusieurs papas. Alors, on va donner un peu de fierté. Qui sont en plus français, donc voilà, on va parler d'eux. De ça. Alors, je voudrais citer simplement deux noms. Le premier, c'est Charles Attali, Zichrono Livracha, qui était en vérité le chef de la fusée Diamant en France et qui est venu dans les années 70 en contact avec Moshe Arentz et qui est l'un des pères des drones en Israël, avec qui j'étais d'ailleurs en contact depuis que j'étais à Super-Héros en vérité. Et le deuxième nom que je voudrais citer ici, c'est David Harari, qui a été le directeur de la division des avions sans pilote et qui a eu récemment le prix d'Israël pour sa contribution dans ce domaine. Et qu'on a eu aussi le plaisir d'interviewer sur Studio Kalita. Donc, les deux papas, on va dire, des drones qui sont des francophones. Donc, c'est vraiment une fierté pour Israël aussi, pour la communauté francophone ici en Israël. Alors, on va parler justement. Alors, il y a cette terminologie, avion sans pilote, drone. Alors, expliquez-nous quelle est la différence. C'est-à-dire que le monde lui-même aéronautique n'a pas encore vraiment décidé comment appeler. Mais ce qu'il faut dire pour bien comprendre ce sujet, quand on parle d'avion sans pilote, c'est pas tout à fait exact. D'ailleurs, en hébreu, on dit malat, ce qui veut dire les initiales de matos, les lotayas. Mais en vérité, dans la plupart des cas en tout cas, il y a un pilote. Le seul problème, c'est que le pilote n'est pas à bord, mais qu'il est d'une station. Et donc, quand on parle de malat, en vérité, on ne parle pas simplement d'un avion, on parle d'un système. D'un système qui se compose d'une station au sol où vous avez le pilote de l'avion sans pilote qui monitore le vol. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont automatisées aujourd'hui. Il y a la liaison ou radioélectrique ou satellitaire et puis il y a l'avion lui-même. Et sans oublier bien sûr que il y a au sein de l'avion une charge utile qui va permettre de vérifier en temps réel tout ce qui se passe en bas et un certain nombre d'applications de surveillance, d'intelligence, etc. Alors comment est née l'idée justement de créer ces avions sans pilote? Ça répondait à un besoin de l'industrie aéronautique et de l'industrie militaire israélienne? Oui, tout à fait. Ce besoin est né en vérité, ce n'est pas un secret, des suites de la guerre de Kippour, où on s'est aperçu qu'il y avait un réel besoin d'informations en temps réel.
Et par conséquent est née cette idée d'avoir un système qui permettrait de voir sur le terrain des informations en temps réel et d'informer immédiatement les troupes ou tout celui qui devrait savoir avoir ce genre d'informations. Donc ça a commencé à peu près en 1973 après la guerre. Un petit peu après, oui, c'est ça. Un peu après la guerre de Kippour. Et je suppose que entre 1973 et aujourd'hui 2019, il y a eu une évolution extrêmement importante dans la conception de ces drones. Alors tout à fait, on va dire d'abord, comme je le disais, qu'Israël était un pionnier, et jusque dans les années 92, en vérité, Israël vendait des systèmes à l'Amérique. C'est arrivé également en France, jusqu'au jour où les Américains ont décidé qu'ils sont assez grands pour développer leur propre industrie. Et donc on assiste aujourd'hui de par le monde à une concurrence parfois entre les Américains et les Israéliens, des concurrences que l'on peut être amené à gagner sans problème, puisque nous restons leaders. Donc effectivement, les choses ont énormément évolué. Une des caractéristiques de cette industrie, c'est l'extrême variété de drones. Aujourd'hui, tout le monde connaît ces petits drones qu'on achète n'importe où et qui permettent de filmer des mariages, jusqu'à des drones d'une taille énorme, pratiquement avec une envergure d'aile qui ressemble à celle d'un 737. Par conséquent, c'est la première caractéristique. Mais il est évident que cette industrie est en plein développement et que, notamment dans le domaine militaire, mais aussi dans le domaine civil, on va assister à un développement de plus en plus. Et il n'est pas impossible qu'un jour, on voit même des avions avec passagers et sans pilote, ou des avions cargo sans pilote. Et c'est plus qu'un problème technologique, c'est plutôt une barrière psychologique à franchir. Est-ce que on va voir aussi des avions, peut-être que ça existe déjà. Encore une fois, vous avez certaines consignes que vous pouvez pas donner. Enfin, il y a certaines consignes de sécurité, donc on va pas rentrer trop dans les détails. Mais est-ce qu'on peut imaginer aussi que dans un avenir proche, il n'y aura plus de pilotes non plus dans l'armée israélienne? C'est une question tout à fait générale, et si vous regardez l'évolution de l'industrie, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de projets d'avions de combat pilotés. D'accord. Alors justement, l'importance justement de ces drones dans l'armée israélienne, quelle est l'importance de ces avions sans pilote dans l'armée israélienne? C'est ce que je disais tout à l'heure. L'important, c'est de pouvoir fournir des informations en temps réel. D'accord. Et on ne va pas s'étendre plus là-dessus. Très bien. Alors, vous avez au sein donc, de cette industrie aéronautique donc, une fonction importante, c'est tout ce qui concerne la certification de ces drones. Alors, expliquez-nous un peu plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Bon, je vais essayer d'expliquer ça parce qu'effectivement, quand on parle de certification, on a tendance à penser d'aller pour la voiture, avoir sa plaque d'immatriculation puis le certificat annuel. Dans l'industrie aéronautique, la certification a une valeur extrêmement importante. Je vais ne citer qu'un exemple, on ne va pas parler en détail de ça, mais tout le monde a entendu parler du crash du 737 MAX, et il est évident qu'ici, il y a eu des défauts dans la manière de certification. Alors, qu'est-ce que c'est que la certification? C'est un processus qui consiste à démontrer que l'avion répond à un ensemble d'exigences techniques de sécurité. Et ces exigences techniques ont bien évidemment une incidence sur la conception des avions. Mon expérience, et m'a beaucoup aidé d'ailleurs à Airbus Industries, était d'avoir été un des participants actifs à la certification du premier avion à commande de vol électrique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de mécanique, tout est automatisé avec des calculateurs de bord, etc. Et il fallait trouver ces critères de certification qui permettraient d'assurer la sécurité d'un avion comme la 320, etc. Dans le domaine des avions sans pilote, c'est relativement nouveau. On ne peut pas se contenter de copier et coller les exigences techniques des avions pilotés. Il faut traiter les problèmes spécifiques. Et il y a 2 problèmes spécifiques qu'il faut traiter dans le cadre de la certification des avions sans pilote. Premièrement, le niveau de sécurité. Il est évident que l'approche est toujours, quand on parle de sécurité des avions, aussi bien pilotés que sans piloter, de définir un risque acceptable. En termes statistiques, quelle doit être la probabilité de crash? Il y a toujours une probabilité de crash, mais on cherche à la minimiser. Et pour la minimiser, il faut introduire des redondances dans les systèmes de façon à pouvoir parer à toute panne éventuelle. Le deuxième problème très spécifique, c'est que, alors les avions sans pilote, on en parle avec des tas d'applications, civiles en particulier, et de ce point de vue-là,
on va chercher à intégrer les avions sans pilote dans l'espace aérien. Ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'ils devront se promener dans le ciel, j'allais dire, en même temps que les autres avions. Et donc, immédiatement, on a au moins un problème à résoudre, qui est celui de ce qu'on appelle en anglais le detect and avoid, c'est-à-dire de voir et éviter. Contrairement aux avions pilotés où il y a un pilote à bord qui voit ce qui se passe autour, eh bien, il va falloir trouver une technologie qui va en quelque sorte remplacer les yeux du pilote. Ces technologies sont en pleine évolution, existent aujourd'hui, et il faut les rendre plus mûres en quelque sorte, mais ce sont des technologies qui sont à la base de technologies de radar, c'est-à-dire qu'on peut détecter directement des obstacles aériens, et également tout ce qui existe aujourd'hui dans les avions pilotés. Donc tout ça, il faut l'intégrer dans des avions sans pilote. Parfois, la taille est trop petite pour pouvoir les intégrer. Et puis, il y a un autre problème, tant au niveau des exigences de sécurité et des systèmes detect and avoid, de voir et éviter, c'est de fixer les standards. Quelles doivent être les exigences harmonisées auxquelles tout le monde doit répondre. Donc beaucoup de choses à vérifier, à certifier donc, dans cette mission. Aujourd'hui, Israël a un pas d'avance dans ce domaine ? Tout à fait. Et je voudrais souligner ici qu'en vérité, de plus en plus de clients exigent d'avoir cette capacité de certification, et c'est un avantage qui nous a extrêmement servi, puisque c'est souvent la première question des clients potentiels: comment est-ce que vous allez faire pour certifier cet avion? Donc c'est un avantage qui nous a servi pour gagner des contrats. Comment vous expliquez cette avance d'Israël? C'est-à-dire qu'on a ici des cerveaux qui permettent cette avance? Alors, il y a deux choses, effectivement: les cerveaux, et puis surtout l'expérience. Quand on accumule des centaines de milliers d'heures, on apprend nos échecs aussi, et on apprend à améliorer les systèmes. Et donc, sur la scène internationale, nous sommes en mesure d'apporter notre contribution et d'influencer même ces standards de certification. Alors, l'expérience, c'est quelque chose aussi d'important chez vous, puisque ça fait donc depuis 1992 que vous êtes au sein de cette industrie, donc vous avez une grande expérience. Et dernièrement, justement, vous avez reçu un prix, justement, qui récompense un peu toute votre carrière au sein de l'industrie aéronautique. Et par hasard ou pas par hasard, d'ailleurs, vous êtes retourné à Toulouse pour recevoir ce prix. Bon, alors, c'était aussi le jour de Shvip et de Pessah, le dernier jour de Pessah. On va revenir aussi sur cette anecdote parce que c'est important. Mais d'abord, parlez-nous du prix et qui vous l'a remis. Voilà. Alors, on a parlé à l'instant de l'importance des standards. Alors, il se trouve que sur le plan international, il y a des organisations, en particulier l'EuroCAE, qui est une organisation européenne mais à dimension internationale, qui établit les standards de certification aéronautique pour tout l'aéronautique, y compris les avions pilotés. Et il y a quelques années, donc, est né le besoin de créer des standards de certification pour les avions sans pilote. Et compte tenu de mon expérience, compte tenu de mon appartenance à une industrie qui a l'expérience également, donc on m'a demandé de participer et de devenir le chairman d'un des groupes de travail, le groupe de travail sur la certification des avions sans pilote. Et puis alors, chaque année, cette organisation se réunit en conférence annuelle. Ça peut être partout, mais comme vous le soulignez, cette année, non pas par hasard, certainement, c'était à Toulouse. Et donc, à chaque année en conférence annuelle, ils décident de donner un prix. Et cette année, j'ai eu le mérite de recevoir un tel prix. Alors, on va parler quand même de cette anecdote, parce que cette anecdote a été relatée aussi par la presse israélienne, en particulier par une journaliste connue des Israéliens qui s'appelle Steven Meir, qui a parlé justement du fait que ce prix, vous l'avez reçu, le Shvi de Pessah. Donc, ça aurait pu être un peu embêtant, puisqu'on voit que vous êtes un homme religieux et que c'était donc participer à cette remise de prix. Alors, expliquez-nous en quelques mots comment ça s'est passé, parce que c'est très simplement, effectivement, j'ai beaucoup hésité. Bon, d'abord, ce retour à Toulouse avec mon épouse Cathy a été quelque chose de ce qu'on appelle en hébreu Sgirat Magal, fermer un petit peu la boucle. Et effectivement, la soirée après la conférence, c'est un dîner qui est présenté là-bas. J'avais déjà prévenu les organisateurs que je ne pourrais bien sûr pas assister à ce dîner. On est en plein Pessah, bien qu'il y a 2 ans, ils m'avaient offert un repas kasher. Et donc, nous sommes
arrivés là-bas vers 10h, 10h30 du soir, après avoir fait la tfila, et fait le kiddush et la Seudat Yom Tov. Et on est arrivé vers 10h30. Je passe les petits incidents sur la route puisqu'il fallait franchir une porte électrique. On a essayé d'expliquer aux gardiens qu'il fallait qu'ils nous aident. Et puis, en arrivant, on m'a bien sûr accueilli avec beaucoup de bienveillance. On m'a proposé un verre de vin, un verre d'eau. Même ça, je n'ai pas pu boire. Et puis est venu mon tour. Alors, il y a quelqu'un qui m'a présenté. C'était très intéressant puisque c'était quelqu'un d'Airbus qui a aussi décrit ma carrière. Ça m'a fait très plaisir, bien sûr, de voir qu'il souligne que j'appartiens à IAI, que j'habite à Jérusalem. Et puis, bien sûr, il y avait un micro et tout le monde devait parler dans le micro. Enfin, je devais parler dans le micro juste après. Et je ne me suis pas gêné. Je leur ai dit, écoutez, je vous donne des explications. Je viens à la fin du repas parce que nous sommes encore dans le milieu de Pessah. Pour des raisons que je ne peux pas détailler de la loi juive, je ne parlerai pas dans un micro. Donc, j'ai parlé sans micro. Et puis, j'ai aussi osé... Comment les gens ont réagi ? Tout à fait bien, aucun problème. D'ailleurs, de la même manière que les gens me voient dans des tas de conférences, diriger un groupe de travail avec la kippa, etc., sans aucun problème. Et donc, je leur ai expliqué. Je leur ai dit aussi qu'il y avait une bracha qui était tout à fait appropriée. Je n'ai pas dit la bracha, mais je l'ai mentionné chez Reyanu, car c'était un moment extrêmement émouvant. Bien sûr. Et je me suis permis de leur dire, vous savez que j'ai une autre passion, c'est de traduire les livres du Rav Stenzhals, de leur dire que cette expression de œuvre de la vie me plaisait pas trop. Et je me suis souvenu justement ce qu'avait dit le Rav Stenzhals quand il a terminé le Talmud. Et tout le monde lui a dit, ça y est, vous avez fini l'œuvre de votre vie. Et il a rigolé en disant, l'œuvre de ma vie. Mais vous savez, on dit tous les jours, tous les vendredis soirs, on dit, sauf ma'aseh b'marshava trila. Ce qui est la conclusion d'une action est dans la pensée au début. Or, c'était pas du tout le début de ma pensée. J'ai bien d'autres choses à faire. Et je voudrais donc participer à ça. Donc je leur ai dit que en citant un poème d'amour français qui dit aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain, je leur ai expliqué que j'étais encore amoureux de ce monde de l'aéronautique et j'espérais encore contribuer. Je crois qu'on a vu d'ailleurs une photo de la remise de ce prix donc et on va terminer justement un peu par ça justement par le fait que en tant que vous êtes un Olé Hadash encore ou Olévatique. Oui, ça commence à être vatique. Mais vous êtes quand même un exemple d'une belle réussite d'Alia. Et est-ce que c'est un message aussi pour ceux qui sont peut-être qui viennent d'arriver et qui ont encore des difficultés, ou ceux qui sont en France et qui ont peut-être envie de venir en Israël et qui n'osent pas de franchir le pas? Oui, je veux pas avoir la prétention de dire que je suis un exemple, mais effectivement, si on peut apprendre de mon propre parcours, venir effectivement avec une certaine expérience qui est toujours bénéfique, et puis ensuite l'apporter au service de l'industrie israélienne. Je pense que c'est important de s'intégrer, c'est important d'apprendre l'hébreu bien sûr, et de montrer que on a, je pense, en tant que Français, alors je parle dans mon métier d'ingénieur français, on a quelque chose de spécifique, on a la capacité de vision d'ensemble des choses qui est bénéfique et puis qui finit par être apprécié. Vous savez, on a parlé de la relation entre le judaïsme et les avions sans pilote. On me pose souvent la question, et j'ai une habitude lorsque je suis en conférence internationale, c'est de toujours terminer avec une relation avec le judaïsme. Et justement, on est en train de dire Pirkei Avot, alors je cite toujours une phrase des Pirkei Avot qui fait penser aux avions sans pilote. Da'ama l'minamincha, sache ce qu'il y a au-dessus de toi, un œil qui voit, une oreille qui écoute, et tout est inscrit. C'est exactement ce que font les avions sans pilote. Mais voilà, c'est une belle façon aussi de terminer. En tout cas, on va vous féliciter pour le prix que vous avez reçu à Toulouse il y a quelques semaines, et puis aussi, on va vous féliciter pour cette belle carrière, et comme on l'a compris, qui n'est pas encore terminée. Non, j'espère, si Dieu veut. Merci beaucoup, Michel. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis aussi, et nous nous retrouvons bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Israël Demain. À bientôt, bye bye. Israël Demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël Demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita.